Nous sommes en 1847. Le continent américain est à feu et à sang. Les deux superpuissances qui règnent sur ce bout de terre se livrent une guerre sans merci. Si ce conflit a comme but originel la conquête de la Californie et du Nouveau-Mexique, il devient rapidement évident que ce qui se joue dans les landes de la pampa mexicaine est bien plus que cela. C'est le destin de tout un continent qui est en jeu. Le gagnant deviendra la nation dominante de celui-ci. Déjà, il est appelé à jouer un rôle sans pareil dans toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes en 1846. En ces temps troublés, l'Amérique est déchirée entre deux jeunes pays, fraîchement indépendants. Au nord, les États-Unis, qui s'étendent de la région des Grands Lacs jusqu'au Rio Grande. Ils se sont rebellés il y a seulement 70 ans, et une immense partie de leur territoire reste sauvage. Au sud, le Mexique. Ancienne colonie espagnole rebellée depuis moins de 25 ans, il est en pleine construction. Il couvre alors des territoires bien plus grands, depuis la péninsule du Yucatan jusqu'au Rio Nuiche. Et sur cette carte apparaît tout de suite la grande raison des tensions entre ces deux États. En effet, le Texas s'est rebellé contre le Mexique en 1836, et depuis appartient de facto aux États-Unis. Mais le Mexique n'a jamais admis cette perte territoriale, et continue de considérer le Texas comme faisant partie intégrante de son territoire. En 1845, à la surprise générale, James Knox Polk avait été élu 11e président des États-Unis d'Amérique, succédant ainsi à Tyler. Et un de ses principaux chevaux de bataille durant sa campagne est la colonisation des territoires dits alors de Californie et du Nouveau-Mexique. La raison serait de leur apporter la civilisation. Comme quoi, peu importe l'époque, les raisons restent similaires. Ce serait même une mission divine, donnée aux États-Unis de civiliser ces terres. Alors dans ces cas-là, on ne lésine pas. Washington propose 25 millions de dollars de l'époque à Mexico afin d'obtenir la propriété totale de ces régions. Mais le Mexique n'a aucune raison de céder ces régions et ne répond pas à la demande américaine. Comme quoi les attentes de Dieu ne sont pas toujours uniformes. La campagne commence le 8 mai 1846, à Palo Alto. Elle oppose le général américain Taylor, qui a été nommé à la tête des forces d'invasion, au chef mexicain Arista. Les Américains, bien qu'inférieurs en nombre, remportent la bataille grâce à leur nouveau canon mobile, l'artillerie volante. Mais survient alors un incident pour le moins gênant pour les Américains. L'ex-président dictateur du Mexique Antonio López de Santa Anna, qui passait alors son exil sur les plages de Cuba, apprend le déclenchement de la guerre. Celui-ci s'empresse donc de rentrer dans son pays afin de pouvoir lutter contre l'envahisseur. Mais les Américains bloquent complètement la mer avec leur flotte et refusent évidemment de le laisser passer. Il va donc négocier avec le président son droit de passage. Celui-ci tente alors un bluff des plus magistrales. Il promet à Polk que revenu chez lui, il renversera le gouvernement et vendra les territoires demandés aux États-Unis. La Maison-Blanche accepte sans condition et permet à l'ex-président d'atteindre la frontière, d'où il prendra le contrôle de ses troupes pour lutter contre les Américains. Dans le milieu diplomatique, on appelle ça un fail. Pendant ce temps, sur le front, le général Taylor continue son invasion en prenant Monterrey le 23 septembre. Mais Santa Anna prépare la réplique, et le 22 février, il attaque Taylor à Buena Vista. S'il arrive à arrêter les Américains, il ne peut pour autant leur arracher la victoire. Les positions s'enlisent alors rapidement, et le front est bloqué sur toute sa longueur. Polk décide alors de tenter un coup de poker, et ordonne un mouvement qu'aucun Américain n'avait osé avant lui. Le 9 mars 1847, un corps expéditionnaire de 12 000 hommes, commandé par le général Wilfrid Scott, débarque sur la côte de Veracruz et prendra la ville 20 jours plus tard. Santa Anna compte l'arrêter à Cerro Gordo, mais il est forcé de battre en retraite le 18 avril. S'ensuit une véritable débâcle pour les forces mexicaines. Elles essuient de sérieux revers à Contreras et Churubusco, laissant des centaines de cadavres derrière elles. Arrive l'instant où cette poussée mène Scott au mur de la capitale. C'est ici, au pied de cette ville, que cette guerre va se jouer. C'est au sein de la ville qui porte jusqu'au nom de leur pays que les Mexicains vont livrer leur combat final.
Santa Anna ne peut plus compter que sur sa forteresse de Chapultepec, et les poings fermés, les yeux plissés et la moustache luisante, il attend de pied ferme cet ennemi qui dit agir au nom de son dieu. Les forces américaines chargées de prendre la ville sont réparties en 4 divisions d'infanterie commandées par le général Winfield Scott. C'est au total près de 7180 hommes qui se pressent aux portes de la ville, assistés d'une très forte artillerie. Du côté mexicain, c'est le général Nicolas Bravo qui est chargé de la défense de la forteresse de Chapultepec. Celui-ci ne dispose que de moins d'1 millier d'hommes, dont certains ne sont que des cadets sortis des bancs de l'académie militaire. Il ne dispose que de très peu d'artillerie et aucun renfort n'est attendu. Lui et ses hommes devront faire face à 1 contre 7, sans aucune aide extérieure. Le 12 septembre, les canons américains tonnent le début de la bataille et commencent le bombardement de la ville. Pendant toute une journée, Chapultepec sera pris sous un déluge de feu et de plomb. Ce n'est que le lendemain, vers 8 heures, que l'artillerie laissera la poussière retomber afin de permettre à l'attaque du général Scott de débuter. Il a prévu de scinder celle-ci en 2. L'une, commandée par le général Pillow, attaquera l'ouest du château, et l'autre, sous les ordres du général Kitman, portera ses forces sur le flanc sud-est. Si la progression de Kitman est compliquée, celle de Pillow est infernale. Ses hommes chargent sous une pluie continue de balles, et des soldats meurent chaque seconde, si bien que la colline vire doucement au rouge. Sa situation devient critique au point qu'il doit demander en renfort la brigade Clark, jusqu'alors en réserve. Peu après, Pillow est blessé et doit abandonner le champ de bataille. Il confie la situation à son général de brigade George Cadwalader. Celui-ci a réussi à reprendre ses troupes en main et réorganise l'avancée vers la forteresse. Sous ses ordres, les Américains reprennent leur course effrénée vers les murs du château, qu'ils réussiront à atteindre peu après. Les échelles dressées, les 2 groupes prennent d'assaut les remparts, gagnant centimètre après centimètre. Les murs sointent de sang, tandis que les armées jettent leur ultime force dans la bataille. Mais peu à peu, les Américains prennent le dessus et repoussent les Mexicains. Bravo ordonne un repli vers la ville, sachant la forteresse perdue, mais il est bientôt capturé par les soldats américains. Privé de chef, la retraite se transforme en débâcle. Tandis que certains choisissent de rester à leur poste pour couvrir la fuite de leurs compagnons, le gros des troupes mexicaines court vers la ville, tandis que, ironiquement, la situation s'inverse. C'est maintenant les Américains qui tirent depuis les murs de Chapultepec. Une fois la forteresse prise, Scott retourne ses troupes vers les portes de la ville, défendues par Santa Anna, qui ne tarderont pas à tomber. Ce dernier, battu, fait retraite dans la nuit du 13 et laisse Mexico dans les mains de l'envahisseur, lui cédant ainsi la victoire. Les Américains perdirent dans cette bataille 862 hommes, y compris blessés et disparus, dont 78 officiers. Les pertes mexicaines, si on ajoute à celles de Chapultepec celles des derniers combats dans Mexico, sont de 2600 hommes, et le général Bravo est fait prisonnier. On peut également mentionner que lors du changement de drapeau de la forteresse, le général Scott fit pendre une trentaine de soldats américains qui avaient combattu pour le Mexique. Mais pour l'heure, une guerre vient de s'achever. Laissons les hommes panser leurs plaies, les femmes passer leurs habits de veuves et les enfants verser leurs larmes en paix. Et retirons-nous tranquillement de cette page de l'histoire.